certains d'entre vous pourraient se demander quelle est l'implication exacte du dispositif Profession Sport dans cette opération. Pourquoi sommes-nous là? Si ce n'est effectivement que dans la nature des choses, Profession Sport est là pour, en général, aider tous les aspects administratifs et financiers, comme vous le savez, et notamment tout ce qui concerne l'emploi auprès de l'ensemble du mouvement sportif landais. Mais disons qu'il y a deux éléments qui nous ont motivés. Et d'ailleurs, en passant, je voudrais remercier l'ensemble des élus du conseil d'administration de Profession Sport, qui, lorsqu'on leur a présenté le projet, ont été unanimes immédiatement pour être d'accord pour participer à ça. Donc sans eux, effectivement, on n'aurait pas pu le faire, mais là, il n'y a vraiment eu aucune espèce de difficulté. Et donc ça, je tiens à les remercier pour cette participation. La première raison, elle est effectivement très pragmatique. Il fallait qu'on puisse mettre en place rapidement un CDD de 3 ans, qu'on puisse le gérer et qu'on puisse aussi donner les moyens matériels à Julien de pouvoir travailler et se mettre en position de doctorant tout de suite. Donc ça, on avait la possibilité de le faire. On a la chance d'avoir des bureaux. Et puis aussi, on a aussi cette possibilité par vous d'être très près du mouvement associatif landais, d'avoir déjà un réseau, d'avoir déjà des interlocuteurs, ce qui a permis à Julien déjà de se mettre rapidement dans le vif du sujet, si j'ose dire, et de démarrer sur de bonnes bases. La deuxième raison, elle est beaucoup plus, je dirais, d'ordre intellectuel et humaine, parce qu'elle tient dans le fait qu'on est, nous, en tant que structure, particulièrement flattés et heureux d'ailleurs, parce que je me tourne vers M. Michael Campo, d'avoir été choisi, entre guillemets, ou moins sollicité, pour faire cette étude. Je parle sous votre contrôle, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres études de ce type-là au niveau national actuellement. Et c'est quand même un problème qui va être développé de manière beaucoup plus importante par nos interlocuteurs ici. Mais c'est quand même quelque chose de fondamental dans la pratique sportive, et on en discutait il y a quelques minutes, qui va même au-delà de la pratique sportive, puisque, on l'espère du moins, on attend éventuellement des retentissements par la suite sur l'ensemble des comportements des jeunes, mais aussi des moins jeunes, bien évidemment dans le milieu sportif et dans la société en général. Donc, actuellement, les comportements dits déviants, on peut le constater, sont de plus en plus nombreux, ils sont fréquents dans le milieu sportif, alors que le milieu sportif, par essence, devrait en être préservé. Et on s'aperçoit, on l'a vu, que même dans des disciplines inattendues, il y a des choses bizarres, on va l'appeler comme ça. Et les quelques réponses qui sont apportées pour l'instant sont plutôt de type disciplinaire, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est le plus facile à mettre en œuvre. Éventuellement, un degré supplémentaire, et surtout pour les grosses structures professionnelles, sont des sanctions financières. Mais alors que ne s'intéresse pas vraiment, ou on ne s'y est jamais intéressé, aux causes réelles de ce problème-là, et la raison pour laquelle on est amené à gérer ce type de comportement. Que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences psychologiques, qu'elles soient volontaires ou involontaires même. Donc notre société, on le sait qu'elle est violente, les médias nous le rappellent constamment, mais ce n'est pas une explication satisfaisante ni une explication suffisante. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Et donc de notre devoir à nous, de réfléchir sérieusement à toutes ces dérives, et qu'on soit dirigeant comme vous, qu'on soit entraîneur, qu'on soit éducateur, qu'on soit parent, supporter, et même aussi qu'on soit simplement pratiquant. Donc je tiens encore une fois à vous remercier, Michael Campo, Julien, de venir travailler ici dans les Landes. Comme le soulignait M. Bedat, c'est quand même le département, un des départements les plus sportifs de France. Et je crois qu'effectivement ici, vous allez pouvoir faire du bon travail, parce que je sens que tout l'ensemble du mouvement sportif va être directement concerné. Le nombre de présents ici semble montrer quand même un intérêt certain. Et puis, je crois que vous aurez l'occasion d'y revenir, mais c'est une étude qui va être interactive, c'est-à-dire que vous étudiez, mais vous attendez des retours. Le terrain, en quelque sorte, c'est lui qui est le centre de l'étude. Et donc, plus vous serez participatif, si j'ose dire, dans ce travail, et plus, effectivement, l'étude sera riche. Et plus, ensuite, on pourra mettre, effectivement, peut-être un certain nombre d'éléments en route, une réflexion, voire beaucoup plus au-delà, des formations ou des choses comme ça.
On nous donne la responsabilité, on nous confie la responsabilité des gamins, alors qu'ils passent 10% avec nous de leur temps et tout le reste à l'école et avec les parents, etc. Et c'est vrai que sur 10%, il faut se dire, est-ce qu'on relève le challenge ou pas? Et le sport fait qu'à un moment donné, il faut qu'on le relève, ce challenge. Et quitte à le faire, il faut qu'on s'interroge sur les choses qu'il faudrait éviter à faire pour que justement tous ces bienfaits de l'activité sportive puissent naître. Parce que c'est vrai qu'en termes de santé, c'est vrai qu'en termes d'épanouissement, on a ces effets bénéfiques. Mais si auparavant, en amont, l'éducateur, pas volontairement, c'est peut-être là-dessus que je vais peut-être mettre une nuance, parce qu'on fait tous des erreurs, quoi qu'il en soit, et l'idée ici, c'est pas de faire une moralisation de la pratique, c'est juste de comprendre les mécanismes qui sont derrière nos propres comportements et nos propres erreurs en tant qu'entraîneur, et qui peuvent avoir des répercussions qui sont majeures sur le développement des enfants, sur la pratique, et puis aussi sur la fidélisation, tout simplement. Quand on veut parler de fidélisation, les gamins qui abandonnent, on sait qu'il y a un pic, plutôt un creux à 12 ans, c'est qu'il se passe quelque chose aussi, au-delà de l'adolescence, bien entendu. Donc il faut que, pour qu'on ait ces bienfaits, il faut aussi qu'on puisse s'interroger sur nos propres comportements d'éducateurs, nos propres comportements d'encadrants. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'aller dans cette continuité. Et quand on parle d'optimisation des acteurs du sport, ce titre a été volontairement mis dans ce sens-là, et non pas quels sont les comportements déviants à éviter absolument quand on encadre les enfants, parce que finalement, ça parle finalement de la même chose, mais il y a toute une conception qui est derrière ça. C'est-à-dire que soit on se dit, effectivement, on fait tous de notre mieux, parce que je pense que c'est le cas, on fait tous de notre mieux, on essaie tous de faire bien, et puis on accepte aussi le fait de dire, on fait aussi tous des erreurs. Et c'est ce que j'expliquais juste avant. J'ai beau l'enseigner, j'ai beau faire mes recherches dessus, j'ai beau faire des formations d'entraîneurs, quand on est sur le terrain, des fois, on arrive à faire les mêmes conneries que c'est qu'on est en train d'enseigner 10 minutes avant. Et ça, il faut juste qu'on l'accepte pour se dire, maintenant, on va un peu de l'avant, et puis on se sort de nos... Comment dire, de nos conceptions surtout je veux pas être attaqué parce que je fais pas ça, ou je me retrouve dans ce comportement déviant, alors du coup quelle image on a de moi, on le fait tous. Alors on fait pas tous les comportements déviants, heureusement j'ai envie de vous dire, mais il y en a quelques-uns, quelques bribes, et l'idée c'est de savoir identifier ces comportements déviants, c'est déjà peut-être une chose. Alors j'aime pas trop ce mot de comportement déviant. Je suis à l'origine de cette traduction, on va dire ça comme ça, mais je l'aime pas trop parce que je la trouve trop connotée négativement, c'est trop péjoratif, ça peut faire peur. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Alors, en anglais, on parle de comportement déraillant aussi, ou de comportement transgressif. Bref, je pense qu'il faudrait qu'on trouve un mot qui soit peut-être moins connoté péjorativement, mais qui voudrait dire à peu près la même chose. Donc l'idée aujourd'hui, elle est vraiment centrée ici, c'est essayer qu'on discute ensemble, parce que effectivement, tu l'as bien dit à ce moment-là, la recherche qu'on va mener ici, c'est une recherche qu'on dit elle est inductive, c'est-à-dire qu'elle part du terrain. Plutôt que de faire de la recherche avec des cadres théoriques qu'on essaie d'appliquer au terrain, en fait, l'idée c'est de construire avec vous en tant que président, avec vous en tant que dirigeant, avec vous en tant qu'éducateur, avec vous en tant que sportif, pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, qu'on comprenne les représentations qu'on puisse avoir des comportements déviants, et puis qu'on essaye peut-être d'une manière ou d'une autre à participer à notre mesure, on va dire, sur l'amélioration de ces comportements. Alors, quand on parle plus spécifiquement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui ou ce soir, sur les acteurs du sport. Aujourd'hui, même si je pense que par la suite, on ira sur d'autres acteurs du sport, aujourd'hui, on va parler surtout de l'éducateur sportif, avec cette notion qui est la notion d'éducateur, d'entraîneur, entraîneur-éducateur. J'aime bien ce terme-là parce que, quel que soit le niveau, on reste quand même éducateur. D'entraîneur-éducateur qui est régulateur. Régulateur, pourquoi? Parce que finalement, c'est la personne qui est au centre des interactions, de ces fameuses interactions sociales. C'est l'éducateur qui est capable de travailler avec le président. C'est l'éducateur qui est capable de travailler avec les parents, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est l'éducateur qui est capable de travailler avec les médias, ou en tout cas de protéger les joueurs des médias, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient locaux d'ailleurs. C'est l'entraîneur qui peut aussi travailler avec les instituts, ou l'éducateur avec les institutions scolaires. Et en fait,
cet éducateur et la relation qu'il mène avec l'entraîneur et cette fameuse relation de régulation. Et c'est en ça qu'on doit bien comprendre que l'entraîneur est certainement la personne, alors nous on l'avait appelé le premier préparateur mental des joueurs, c'était une métaphore pour faire comprendre qu'en fait c'était la personne qui est reconnue, je suis bien sur le terrain que scientifiquement, qui est reconnue comme ayant le plus d'influence sur les états mentaux des joueurs. Pour toutes les raisons dont je vous ai parlé. Et là, on a beau avoir n'importe quel spécialiste derrière qui va aider, accompagner nos jeunes ou accompagner nos athlètes, s'il y a un entraîneur qui est maladroit ou un entraîneur qui est, on verra tout à l'heure, peut-être plus que maladroit et peut-être plus piquant, on aura beau travailler avec cet expert, une claque dans le dos, 3 mots, et je suis capable de démonter un joueur comme de l'encenser. Et vous le savez tous aussi bien que moi, selon la relation, bien entendu, qu'on peut avoir avec ce joueur. Ont émergé 12 représentations sociales par les athlètes. Une représentation sociale, c'est cette représentation de la chose dans notre groupe, simplement. Donc, on leur a posé cette question, et qui est-ce qui est sorti? Comme vous pouvez voir, hop là, donc sur la gauche, à 25%, on a la nuisance à l'intégrité physique ou morale. Donc ça va toucher tant la dimension physique que la dimension psychologique. On a ensuite les inéquités de traitement. Donc je vais favoriser, je vais défavoriser, je vais faire des choix arbitraires. Vraiment, il y avoir ce sentiment de la part des sportifs de pas d'égalité. Un défaut d'encadrement pédagogique. Donc là, on va être sur un manque de rigueur, un manque d'assiduité. Le cadre que je vais mettre ne va pas forcément être cohérent, un manque de motivation et d'écoute. Et d'écoute, j'insiste. Et ensuite, pour la majeure partie, un dernier point, l'instauration d'un climat social conflictuel. Donc là, on va être vraiment, donc c'est ce qui a émergé, sur un esprit vraiment négatif. Donc c'est inciter à des comportements qui ne sont pas forcément recommandés. Ça va être la création de conflits, la mise en tension dans mon groupe. La corruption, le rapport avec le corps arbitral plutôt négatif. Je pense que vous représentez très bien la chose. Et si je reviens ici, quand même pour souligner, 75% des comportements déviants sont contenus dans les 4 colonnes de droite. Vraiment. Donc, la nuisance à l'intégrité physique ou morale, les inégalités, le défaut d'encadrement et l'instauration d'un climat conflictuel. Alors si vous voulez, on n'a pas de définition très précise, et c'est tout le but aussi de cette recherche-action, c'est d'en faire une finalement, d'avoir une détermination de qu'est-ce qu'un comportement déviant, parce que nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'entraîneurs, si déjà juste on peut me dire ce qu'est un comportement déviant, au-delà des différents exemples sur lesquels on peut être plus ou moins d'accord, parce que nos représentations changent, au moins on peut se mettre d'accord sur une représentation commune, une définition commune, et savoir si oui ou non on est hors jeu finalement. Bien entendu, ce qui va être amené, c'est de différencier par rapport au contexte. Mais un comportement déviant, ça reste quelque chose qui est de l'ordre du nuisible. Je pense que c'est peut-être les enseignements que cette première recherche nous amène. Et vous voyez que cette grosse catégorie de nuire à l'intégrité physique ou morale, finalement, ça pourrait être une seule grosse catégorie qui nous amène à comprendre ce que c'est qu'un comportement déviant. Et de se poser la question de savoir, est-ce que finalement, oui ou non, je suis hors jeu dans mon comportement, peut-être qu'on peut tout simplement répondre à cette question en se disant, est-ce que ce que je viens de dire là, ce que je viens de faire là, est-ce que ça nuit ou pas, potentiellement, à son bien-être ou, bien entendu, à son intégrité physique quand on parle de sécurité, bien évidemment. Peut-être que c'est déjà une piste de réflexion qu'on peut tous mener ici pour juste faire sa propre introspection en tant qu'entraîneur ou de ce qu'on peut observer. Parce que quand on est parent, des fois, on voit ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, ce qui nous importe déjà quand on met nos mômes dans les mains des éducateurs, c'est pas de savoir si l'entraîneur il est super technicien et puis que mon gamin sera très performant. C'est d'abord, est-ce que je le mets dans des bonnes mains? Est-ce qu'il n'y aura pas de comportement déviant qui va faire que ma môme, quand elle va revenir, elle reviendra en pleurant parce qu'elle n'a pas joué une minute de tout son tournoi du week-end. On a eu le cas d'un petit Maxence, 5 ans, mercredi dernier. Premier entraînement au football. Le môme voulait venir jouer au football, on l'amène, il a 5 ans, enfin il est sur ses 6 ans, on ne sait pas dribbler, on est empoté d'un point de vue moteur, ça c'est une évidence. Mais non, on a un éducateur qui ici constate au bout de 3 minutes de jeu que le môme est plus empoté que les autres, je vais le dire comme ça assez simplement, et qu'il le met sur le côté pendant 1 heure de séance ou 1 heure et demie de séance avec un ballon pour qu'il joue tout seul. On a un gamin, 5 ans, qui gerbe le foot, qui ne veut plus faire de sport parce qu'il a pleuré juste en rentrant. Et ça, il faut qu'on en ait conscience. Parce que
Parce que je suis persuadé que cet éducateur-là, il pense pas mal faire. Peut-être qu'il a du mal à gérer déjà tous ces mômes au foot, puis se dire, ben là, je vais le mettre de côté, puis je reviendrai plus tard vers lui, puis peut-être qu'il a oublié à ce moment-là. Puis je suis persuadé qu'il n'y a pas quelque chose de pervers derrière ça, il n'y a pas des personnalités malsaines, et d'ailleurs on le voit très bien. C'est-à-dire que quand on discute avec les éducateurs en dehors du terrain, ça se passe super bien. Les personnes sont nickel, il n'y a pas de souci, c'est des bénévoles, ils sont investis, ils ont envie. Puis quand ils sont sur le terrain, c'est là où des fois ça vire un petit peu parce que le contexte fait que c'est un peu plus pressant, tout simplement. Et là, par exemple, ne serait-ce que la pression de devoir gérer un groupe nombreux de gamins quand on doit être 2 éducateurs, puis je me retrouve toute seule. C'est peut-être ça aussi qu'a justifié. Mais par contre, ce qu'on ne prend pas en considération souvent, c'est quel est l'impact, ou qu'on ne prend pas la mesure, c'est quel est l'impact que ça a sur l'enfant. Et là, je trouve que cette étude, c'est une première étude, ça fait 3 mois qu'on travaille dessus, donc vous imaginez que c'est pas long, mais pourtant, déjà, ça fait déjà une belle étude, de beaux premiers résultats qui nous montrent déjà la subjectivité des athlètes. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de faire la même chose avec des entraîneurs, la même chose avec des présidents et la même chose avec des parents. Et puis qu'on croise tout ça. Parce que là, je suppose, en tout cas, on peut faire l'hypothèse que ça va être très enrichissant d'un point de vue des divergences de conception, tout simplement, de ce qui est déviant ou non, parce que c'est ce qui se passe au moment où on vous parle et qu'on vous présente ces résultats. Ici, il y en a qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord avec ce qui a émergé, pour des raisons qui sont toutes singulières et en plus toutes justifiables, quoi qu'il en soit, pour la plupart en tout cas. Mais je pense que déjà, on peut aller sur ce cadre, on va dire, et partager ça ensemble, à se dire que si potentiellement ce que je fais et comment je me comporte peut nuire au pratiquant ou à la pratiquante, c'est que je suis hors des clous. Parce que finalement, quand on entraîne, oui, on a envie qu'il soit performant à un certain niveau, mais quand même, c'est à quel prix, quoi. C'est à quel prix. Même au plus haut niveau, est-ce que ça vaut le prix d'un burn-out sportif? Est-ce que ça vaut le prix d'une dépression? Est-ce que ça vaut le prix d'un surentraînement? Est-ce que ça vaut le prix de jouer sur une blessure et d'aggraver cette blessure? Est-ce que ça vaut ça? C'est juste une question qu'on lance comme ça. Et à l'heure actuelle, le problème de ne pas avoir de cadre par rapport à ces comportements déviants, c'est que ça laisse libre la justification en fonction de sa propre éthique et de sa propre morale. Et en fonction, bien entendu, de la conception qu'on a du contexte. Alors, quand on pose la question justement à ces mêmes athlètes à dire est-ce que pas faire jouer un joueur pendant tout un match, est-ce que c'est déviant ou pas? La plupart du temps, les représentations vont tout de suite sur du match important au haut niveau. Non, ils sont payés pour ça. Effectivement, peut-être que c'est pas déviant parce qu'effectivement, le but, c'est de gagner. Ils sont adultes, ils sont professionnels. Mais maintenant, la même chose chez un enfant de 10 ans. Est-ce que c'est déviant ou pas? Et tout le monde va être plutôt d'accord en disant oui, là c'est déviant quand même. Ok. Et si ce match-là, maintenant, c'est la finale du département ou de la région? C'est vachement important ça. Et, du coup, ça devient déviant ou pas? Et là, tout de suite, on voit que, au fur et à mesure où on met des éléments de contexte, on commence à avoir des disparités dans les conceptions. La mienne va être qu'un championnat de département en moins de 8 ans, ça reste quand même un match de moins de 8 ans et que le gamin il doit jouer. Mais ça reste que ma propre philosophie. Et peut-être que quelqu'un qui va se dire non, moi notre club il est investi, c'est important, il va gagner, et puis je ne peux pas faire nuire à l'équipe juste pour un joueur, ça s'entend aussi. Et c'est toute la problématique qu'on a, et c'est toute la problématique sur laquelle justement on va essayer de travailler. Alors, ça questionne bien entendu le rôle de l'encadrant, le rôle de l'encadrante, et qu'un comportement déviant, ça doit rester dans ces accords. Pour conclure, sur les perspectives qu'on va mener sur les années qui vont venir, sur cette année et l'année prochaine notamment, c'est notamment un travail, en sciences du sport, je fais partie de ceux qui pensent ça. En sciences du sport, faire de la science pour que ça reste sur du côté fondamental, à mon avis, on se trompe. C'est-à-dire que si c'est pour que ça reste dans des bouquins, il faut qu'on aille dans d'autres domaines, mais pas dans le sport. En sport, on a des problématiques de terrain. Il faut qu'on y réponde par des connaissances scientifiques pour que ça redescende sur le terrain. Et la finalité de ce projet, c'est justement d'accompagner les acteurs du sport. Et donc, si vous voulez, quand on travaille la dimension mentale, il y a différentes temporalités qui existent de travail. Une des temporalités qu'on a tout de suite, c'est de l'urgent, du match, du très très court, alors qu'en fait, il faut qu'on réfléchisse en termes d'éducation et surtout de formation de nos jeunes sportifs. Et qui dit réfléchir à la formation de nos jeunes sportifs tourne inévitablement à la question de la formation de nos éducateurs. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'arriver, une fois qu'on aura déterminé les comportements déviants, les représentations sociales et les divergences par rapport aux différents acteurs du sport,
L'idée, c'est d'arriver à accompagner les entraîneurs, les éducateurs en formation, soit par des modules de formation, soit par des interventions ponctuelles. Ça sera élaboré un peu plus tard quand on y verra un peu plus, notamment pour essayer de développer les capacités émotionnelles, donc notamment l'intelligence émotionnelle, et les capacités identitaires, les stratégies identitaires. L'idée, c'est vraiment que ce projet-là de recherche amène à la fin de ces 3 ans ou au cours de ces 3 ans un réel support pour tous les acteurs du sport, quels qu'ils soient. Alors, bien entendu, ici, on s'est focalisé sur les acteurs de ce sport, de l'éducateur, pardon. Fondamentalement, peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse aussi à ces fameuses interactions dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, encore une fois, n'est pas de pointer du doigt qui est-ce qui fait mal ou qui est-ce qui fait bien. Je pars sincèrement du principe que tout le monde essaie de faire du mieux qu'il peut. Mais, comme dans la vie de tous les jours, des fois, on a des comportements qui sont aberrants, et avec du recul, on se dit, bah oui, on comprend pourquoi. Et l'idée, c'est qu'on arrive avec l'ensemble de ces acteurs dans une espèce de systémie, arriver à améliorer justement, parce que ça reste quand même le but de cette recherche-là, améliorer le vécu de nos mômes, leur épanouissement au sein de leur pratique sportive, et pourquoi pas justement les amener à ce qu'ils persévèrent, qu'ils améliorent et qu'ils soient peut-être performants si on est dans des visées de performance, parce que même les entraîneurs les plus aguerris, et ici il y en a, qui travaillent sur du haut niveau, on sait que plus on va avoir des personnes qui sont motivées, épanouies, confiants et qui savent réguler leurs émotions, et plus on sait qu'ils seront performants. Ça fait partie aussi du développement de la performance. Comité des Landes de basket. Oui. Voilà, je suis présidente de la commission de discipline, donc je vois quelques comportements déviants. J'ai été un peu rassurée par la fin de votre intervention sur le projet de cette thèse. Quand vous dites qu'elle ne sera pas que théorique, ma question est du coup très pratique. Quels outils vous allez nous donner? Est-ce que, d'abord, vous allez nous trouver des solutions dans ces 3 ans où il faudra qu'on lise la thèse pour trouver les solutions? Et est-ce qu'on va faire des essais? Est-ce qu'on va pouvoir travailler concrètement? C'est ça que j'ai pas... Alors parce que j'ai pas été clair, tout simplement. Mais parce que ça l'est peut-être pas encore, finalement. Non, si, ça c'est clair dans le projet, en tout cas. Dans la concrétisation, peut-être moins. Oui. J'avais une deuxième question. Ah, pardon. Excusez-moi, ça concerne que les éducateurs? Vraiment? Alors, la question se pose. Alors, je vais vous dire comment ça s'est fait. L'idée que j'avais, c'était qu'on parte sur les éducateurs. La volonté qu'il y avait ici, c'était aussi peut-être qu'on élargisse ça, peut-être au cadre, aux dirigeants, peut-être aux parents, peut-être aux autres acteurs du sport. Alors, je suis complètement enclin à cette idée et favorable à ça. Le seul truc, c'est que le projet est très ambitieux et que se dire on va faire ça en 3 ans, avoir une formation avec des résultats, parce que c'est quand même ce qui compte, une formation et pour les entraîneurs, et pour les éducateurs, et pour les dirigeants, et pour les parents. Je ne sais pas si on est en mesure, si c'est faisable, tout simplement. Si c'est faisable, fondamentalement, on parle là-dessus. Si on pense que c'est trop ambitieux pour les 3 ans, c'est pour ce projet-là de recherche, alors on l'entrevoira peut-être dans la suite de ce projet-là. Mais effectivement, les acteurs du sport, je ne peux pas vous prôner la systémie d'influence sur le comportement en disant on va bosser que sur les éducateurs. Maintenant, la première question, c'était sur... Sur les aspects pratiques. Sur les aspects pratiques, pardon. Sur les aspects pratiques, en fait, là, au laboratoire, on est en train de développer justement, on travaille sur ce concept d'intelligence émotionnelle et on essaye justement d'avoir une valence très appliquée, c'est-à-dire sur l'évaluation des interventions de terrain. Non, il ne faudra pas lire la thèse pour avoir des outils, parce que là, je fais fuir tout le monde et personne n'arrivera jusqu'au bout, parce que ça concerne des universitaires avec leur langage, leurs statistiques, etc. Et puis, ça n'intéresse pas tout le monde, fondamentalement. Par contre, le but, c'est qu'on arrive à vulgariser ça, c'est-à-dire qu'on fasse des choses qui soient très concrètes, alors en termes de sensibilisation, de documents de sensibilisation pédagogique, et pour ce qui est de l'intervention, par exemple, là, on avait mis en place des programmes de développement de l'intelligence émotionnelle. Alors c'était destiné aux joueurs, mais fondamentalement là, on va le faire peut-être certainement pour les éducateurs, où on faisait des programmes. Alors, au début, c'était en individuel, c'était beaucoup trop long sur la durée, etc. Et on commence à faire des programmes qu'on appelle d'intensive training, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des
des formations à la fois théoriques et pratiques, ce qu'on fait en formation fédérale, hein, tout simplement. On l'applique justement au développement des capacités de régulation sur quelques séquences bien ciblées dans la fréquence, c'est-à-dire à peu près, là pour les joueurs, c'était de l'ordre de 5 séquences sur le mois, je crois, pour le prochain qu'on va essayer de tester. Et en fait, l'idée dans ce projet-là, c'est qu'une partie teste ce programme, pendant qu'une autre partie ne teste pas ce programme, c'est-à-dire suivre une formation fédérale logique, et l'autre une formation fédérale avec cette implémentation, et qu'on regarde les effets observés sur le terrain. Et avec le retour des acteurs, c'est-à-dire le retour et des éducateurs, mais aussi des gamins qui sont encadrés. L'idée, elle part là-dedans. Alors après, pour aller plus dans le détail, je ne pourrais pas forcément le dire parce que ça va dépendre fondamentalement des résultats qu'on a, mais la finalité, l'objectif, il est clairement là-dessus. Je me refuse de faire quelque chose en sciences du sport qui ne soit pas applicable directement aux entraîneurs. C'est ce que je vous ai dit au tout début en me présentant. Quand on parle d'identité, avant d'être chercheur, je suis avant tout entraîneur, et c'est comme ça que je suis allé dans le domaine de la recherche. C'est-à-dire que j'avais des questionnements, j'ai voulu trouver des réponses en rentrant dans le domaine de la recherche, et l'idée, c'est de justement redescendre à chaque fois pour qu'on optimise nos pratiques au quotidien. Donc fondamentalement, oui, il y aura des choses qui sont très concrètes, et puis ça dépendra aussi peut-être de la participation et de la volonté des comités à participer là-dedans, parce que c'est toujours une interaction qu'on va avoir avec vous. Est-ce que vous serez prêt ou pas à inclure quelques modules de formation pour essayer de tenter ça et de voir un peu s'il y a des effets? Pour compléter, avant de prendre une question, l'engagement du conseil départemental sur cette démarche-là et de profession sport, elle est bien dans cette logique à un moment que ça puisse avoir des intérêts immédiats, concrets et pratiques sur justement les comportements des acteurs du sport. On est très impatient de lire la thèse de Julien, mais c'est vrai que c'est pas fondamentalement, pour reprendre les termes de Michael, ce qui a guidé non plus l'engagement. Une autre question. Alors par contre, je vais juste intervenir. Donc je m'appliquerai à écrire une thèse correctement, du coup, si tu veux la lire. Merci. Pour vous répondre, on a utilisé le mot « on ». Donc après, chacun interprète la catégorie qu'il veut, mais moi, c'est plutôt un nous, vraiment, parce que on arrive, alors là, on est sur une estrade, dans une position un peu où on donne quelque chose, mais ce projet, il pourra pas se faire en finale sans le monde sportif, parce qu'on a besoin de personnes qui nous servent de sujet pour pouvoir étudier, pour avoir ces données, qu'on puisse réfléchir. Et au niveau de l'intervention, alors pour faire un petit teaser, PSL en tout cas est très intéressé pour cette intervention. On a plein d'idées, on n'ira pas tant qu'on n'aura pas des données, on va dire sérieuses, qui sortent du terrain justement pour pouvoir y aller. Mais enfin voilà. Et puis moi de mon côté, de la même façon, moi je suis allé en STAPS et ensuite en psychologie du sport. Et bon, je vais pas vous faire mon parcours, mais j'étais entraîneur et c'est toutes ces questions pendant ma pratique qui ont fait que qu'est-ce qui se passe, il faut que j'en sache plus quoi. Donc vraiment, j'appartiens aussi au terrain et c'est mon plaisir d'intervenir. Et en plus de ça, on ne sera pas... alors, ça sera à voir où est-ce que ça nous mènera, mais ce n'est pas les résultats forcément qui vont tout faire aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui existent. Alors, on pourra en discuter plus si vous le souhaitez, mais des chercheurs qui sont rassemblés, qui ont fait des gros projets, le projet prépa, le projet, le deuxième important au Canada, bref, en tout cas, il se trouve très facilement. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et on pourra faire dans ce sens-là aussi, et servir aussi. Il y a plein de choses à faire, vraiment, pour le côté théorie, le côté pratique, pardon, et pas s'en faire, moi c'est ce qui m'intéresse aussi. La dernière chose pour répondre aussi, c'est que juste la présence de Julien ici, par l'emploi à PSL, c'est une personne qui est censée être à devenir très rapidement une personne ressource pour l'ensemble des comités qui sont ici. Alors après, je ne vais pas trop m'engager parce que tu pourras plus en dire que moi là-dessus, Marie-Pierre ou Philippe, mais que ce soit une personne ressource justement pour pouvoir peut-être même mener des actions qui sont très concrètes, très ciblées, très ponctuelles, pour pouvoir aussi accompagner et aider les comités, les clubs, peu importe les acteurs du sport hollandais, pour aller dans cette démarche. Éducateur de basket. En force. Justement, vous parlez du contextuel. Oui. Je voulais savoir si vous pouviez préciser un peu plus. Vous parliez de climat motivationnel et de climat d'entraînement. Justement, l'impact que ça a sur l'engagement du pratiquant et les conséquences en termes de comportement déviant. Oui, Merci. Sans problème. Alors, le climat motivationnel et le climat d'entraînement. Alors, c'est le climat motivationnel de l'entraînement. Alors, pour faire simple, on sait que les individus, donc nous les athlètes, sont motivés pour deux choses. La recherche du plaisir et une recherche de compétences, de se sentir compétent. En fait, le climat motivationnel va dans ce sens-là, sur la recherche de compétences. Et en fait, c'est l'influence de l'entraîneur sur cette orientation des motivations. Et en fait,
L'individu peut chercher sa compétence de deux manières. Soit je me sens compétent en me comparant à l'autre sur un instant T, est-ce que je l'ai battu? Soit je me compare à moi-même dans le temps, est-ce que j'ai progressé? Et en fait, c'est radicalement, ça a des implications qui sont radicales sur les aspects mentaux, c'est-à-dire qu'on sait qu'un climat qui est tout le temps centré sur l'ego, alors c'est par exemple de la dévalorisation publique, de la comparaison en public, c'est une pression excessive. C'est par exemple des statistiques de jeu, au basket vous en avez beaucoup, des statistiques de jeu qui sont affichées par exemple. On sait très bien, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous quand on met les statistiques de match, ils y viennent et regardent ce qu'ils ont fait, puis surtout tout de suite ils se comparent aux autres. Et ça, on sait que ce sont des climats qui sont centrés sur l'ego, on sait que c'est de la comparaison, c'est de la concurrence à outrance, alors que déjà en sport collectif, intrinsèquement, il y a déjà ce côté égo qui est mis en avant, donc c'est-à-dire cette comparaison à l'autre. Il n'y a pas besoin d'en forcément rajouter, parce qu'on sait que si on a trop, ça amène des états de troubles de l'anxiété, ça amène des états de manque de persévérance, de diminution de la motivation, ça a plutôt des effets néfastes. Alors c'est pas dire qu'il faut le bannir complètement, mais il faut l'utiliser à dose homéopathique, cette influence. Et plutôt essayer de mettre une base qu'on appelle centrée sur la maîtrise, c'est-à-dire essayer d'orienter les athlètes, les joueurs ou les joueuses, à vouloir fixer des objectifs plutôt de maîtrise, c'est-à-dire plutôt des objectifs de vouloir progresser, de faire mieux qu'avant. C'est-à-dire très simplement, tu as deux joueurs, un qui fait 6 secondes et l'autre qui fait 5,94 aux 50 mètres, ça on voit déjà un petit peu. Si jamais tu les mets ensemble et qu'il y en a un qui bat l'autre, si tu es sur l'ego, juste le fait de battre l'autre, même si mon temps de référence il est meilleur, ben ça me suffit. Si jamais je suis sur ce qui est important pour toi en tant qu'entraîneur, c'est de valoriser la progression. Le fait qu'il ait battu l'autre, c'est pas ça que tu vas valoriser le temps qu'il a fait par rapport à son temps de référence. Et c'est pareil pour les statistiques, c'est-à-dire que plutôt que de faire une statistique très brute, voilà ce qu'on a fait en match, ben regardez par rapport aux 5 derniers matchs d'un point de vue collectif, par exemple. Est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on n'a pas progressé? C'est comme ça qu'on a eu des entraîneurs qui mettaient une grosse chasse au groupe parce qu'il y avait une performance en touche qui était de 70, un peu moins de 70%. C'est vrai que c'est pas très bon, à haut niveau, c'est pas très bon, mais par contre, sa norme, lui, sa référence, et on n'est pas compétent parce que normalement, à haut niveau, ça devrait être plus de 80%. Je ne sais pas où il a sorti cette statistique-là, mais c'était sa norme. Et donc, du coup, il a comparé à quelqu'un d'autre, il a comparé à une norme. Sauf que quand on regardait, c'était la meilleure performance qu'on a fait de la saison. Donc fondamentalement, c'était une performance en elle-même. Et donc en fait, le climat motivationnel que tu vas mettre en place va jouer sur ces orientations motivationnelles, sur tout ce que tu vas ressentir. J'avais sorti cet exemple au mois de février dernier, qui généralement, je l'emprunte à quelqu'un qui avait fait une conférence avec moi d'ailleurs. Donc je redonne la paternité à cette personne-là, mais que je trouve vraiment très illustrative, qui est dans le domaine scolaire, enfin, qui est issu du domaine scolaire. Vous imaginez un môme qui fait une dictée, qui fait 200 fautes à cette dictée-là. Tout le monde est d'accord pour dire qu'à un moment donné, il n'est pas très bon. Si maintenant, dans cette dictée, ce môme-là, il bosse, comme à l'entraînement. L'entraînement, je ne sais pas faire un shoot, je bosse. Et à la fin de ça, on refait la même dictée, et puis il fait 20 fautes. Il aura toujours 0. Si c'est un climat centré sur l'ego, c'est-à-dire comparé à une norme, il sera toujours nul, parce qu'il a 0. Si maintenant tu as un climat qui est centré sur la maîtrise, et que tu valorises le travail, la progression, etc., alors là, il aura fait une performance qui est juste exceptionnelle. Et on voit là que sur deux orientations différentes, sur une influence d'un entraîneur qui voit la chose différemment, on peut avoir des feedbacks qui sont complètement à l'inverse, avec des répercussions qui sont aussi complètement à l'inverse. Donc voilà ce que c'est ce que j'entendais par le climat motivationnel ou le climat d'entraînement. Donc moi, depuis 10 ans, voilà, je me pose une question toute simple. Hein. C'est que, comme dans tous les sports, à un moment donné, on met un degré de compétition. Je parle notamment pour les jeunes. C'est-à-dire avec un classement, au final. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que jusqu'à l'âge de 12 ans ou 14 ans, et moi par rapport à ça, je me bats par rapport à ça, est-ce que c'est nécessaire de savoir qu'on finit en basket, rugby, foot, n'importe quel sport, pardon. Est-ce que c'est nécessaire de savoir qu'on a fini 3e du classement ou 8e? Est-ce que la base, c'est pas d'amener n'importe quel enfant à pratiquer le sport qu'il souhaite, qui joue au maximum de ses capacités, mais qui se met ses limites à lui, et qui se fasse avant tout plaisir? Et par rapport à ça, on aura peut-être moins de pertes d'enfants. Mais ça, il faut changer l'état d'esprit. C'est un gros boulot, je suis conscient. Oui, alors c'est exactement la discussion sur laquelle on a terminé en février dernier sur l'atelier qui avait eu lieu en face.
je sais plus si c'était dans le basket, je sais plus quelle discipline commençait à mettre en place ce genre de prérogatives, c'est-à-dire à commencer à annuler les classements de championnat et tout ça. Je pourrais pas être directif dans ma réponse. Il y a quelque chose de vrai derrière. C'est vrai que si jamais on commence à annuler ces classements et tout ça, peut-être que ça mettrait moins de pression à l'éducateur, parce que c'est de ça qu'on parle finalement. Mais en même temps, ça fait aussi des... C'est pas le reflet de la réalité sociale dans laquelle ils vont vivre. Donc là où on a quelque chose, ou un rôle où on doit les éduquer aussi à ça, c'est peut-être aussi être capable de faire face à la défaite. Ça fait partie de l'éducation. Je pense pas que je pense que la problématique, elle est moins située dans le classement, enfin dans l'existence d'un classement, que dans la représentation que se font les entraîneurs eux-mêmes de l'importance que ça a d'être premier, deuxième ou troisième. Et je pense que, en fait, c'est une histoire de prise de recul. J'avais fait ça, j'avais fait une intervention sur les entraîneurs des équipes de France jeunes à Marcoussis. Et quand je parlais de tout ça, je dis oui, l'objectif c'est qu'on soit champion du monde en moins de 20 ans, mais quand bien même, c'est même pas ce qui est le plus important finalement derrière. Et même le directeur technique national de maintenant, qui est Didier Rétière, a pris la parole à ce moment-là en leur disant oui, notre objectif c'est ça, mais l'objectif c'est déjà qu'on arrive à les former, les mômes. Et si on arrive à se dire ça au plus haut niveau de jeunes pratiquants, je pense que c'est plus une histoire d'être capable de sensibiliser les entraîneurs à se dire mais enfin c'est pas qu'on s'en fout de perdre parce que c'est l'essence du sport de compétition, mais c'est qu'à un moment donné il faut être aussi capable de dédramatiser, de prendre du recul et puis peut-être faire jouer des joueurs qui sont un peu moins bons malgré le fait que le match il soit super important. Nous j'ai entraîné pendant des années des catégories Réchelle, des moins de 21 ans au rugby, vraiment d'un talent élite, dans un club pro, enfin avec tout ce qu'il faut, avec du classement, du phase finale, etc., avec l'objectif de toujours finir au plus haut. On passait systématiquement une demi-saison à faire que de la rotation, malgré les joueurs qu'on avait. Et la remarque que j'ai déjà eue, c'est de dire que c'était des joueurs qui étaient homogènes. À ce niveau-là, c'est pas que des joueurs qui sont homogènes, parce qu'on prend des joueurs sur le potentiel, c'est-à-dire des joueurs qui vont devenir certainement bons, mais qui, à l'heure actuelle, ont vraiment du mal. Et donc, du coup, qui pouvaient nuire à la performance. Et c'est pas grave, parce que ça va participer à la dynamique de groupe, ça va participer à l'épanouissement d'être ensemble, et puis, in fine, ça va participer aussi à la performance. Et je pense que c'est plus une question de sensibiliser ce qu'on fait là, finalement, ce qu'on fait quand on fait cette recherche, qu'on va faire plus tard, quand on va continuer à travailler avec vous, et avec nos éducateurs, c'est de les sensibiliser tout simplement à allez, on prend du recul. Et c'est là où je reviens sur une question qui m'avait été posée, je ne sais plus par qui, aux commissions de discipline du basket, c'est est-ce qu'on va travailler avec tous les acteurs. Fondamentalement ici, il y a peut-être aussi un rôle de la structure dirigeante qui... quand on a un président qui vient et qui va faire un discours très belliqueux à des gamins de 15 ans parce qu'il faut absolument qu'ils battent Bourgoin-Jallieu parce qu'on est Lyon ou je ne sais pas trop quelle guerre de clocher on peut avoir, forcément, ça ne peut qu'influencer le fait que ça soit super important. Alors pour les joueurs, c'est une chose, mais comment le perçoit l'entraîneur à ce moment-là? Est-ce qu'il ne se met pas la pression là-dessus? La question d'identité dont je parlais en conclusion, c'est aussi ça. C'est si je me considère comme un entraîneur, est-ce que finalement la contre-performance de mes joueurs, je ne la perçois pas? Elle n'est pas synonyme d'une contre-performance de mes compétences d'éducateur. Si on est dans cette logique-là, fondamentalement, c'est sûr que la victoire ou la défaite revêt une importance considérable. Si maintenant je sais qu'on peut perdre et que c'est pas pour autant que je suis un mauvais éducateur, dans ce cadre-là, peut-être ça nous permettra aussi de prendre un peu plus de recul. Donc, dans l'absolu, l'idée d'anéantir ces championnats, je ne suis pas forcément contre là-dessus. Je pense qu'il y a une bonne idée à mûrir derrière ça. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Mais la problématique, je pense qu'elle se situe avant tout, dans un premier temps, déjà la prise de recul qu'on peut avoir dans l'encadrement. Et face à cette importance du championnat, parce que non, de faire un moins de 10 ans contre un moins de 10 ans, quel que soit le club et quelle que soit la finale qu'on peut faire, ça reste une belle aventure, mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus fondamental. Mais ça reste un avis qui est très personnel. Pour appuyer ce que dit Mickaël, oui, alors a priori ça pose des réflexions, mais ça peut aussi être un projet de club ou un projet d'agglo, un projet de comité. Donc je vais vous parler du milieu que je connais un peu plus, c'est le volleyball. Je viens de Grenoble. Il y a quelque chose il me semble, qui ressemble un peu à ce genre de réflexion.
pour les plateaux jeunes, on arrive avec ses joueurs. Donc ça peut être 2 joueurs ou 3 sur des plateaux 4x4, c'est compliqué. Et les entraîneurs ont 1 heure, ont obligation d'arriver 1 heure avant pour pouvoir réfléchir de quelle formule on va proposer de compétition pour qu'il y ait toujours cet enjeu, mais pour que nos jeunes jouent. Au final, prennent ce plaisir. Et c'est assez marrant parce que quand on y va, alors ils gardent leur maillot, ça dépend, bon, c'est quand même un peu à la bonne franquette, hein, ça du plateau jeune Dev, mais il y a quand même cet aspect compétition et tous les gamins jouent, tous les gamins s'amusent et ça se voit. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui a à faire sur une agglo, sur un comité, sur un club, et c'est des projets qui sont à monter. Alors si je dis pas de bêtises, au basket, chez les jeunes, il y a aussi des petits concours à côté pour pouvoir que les jeunes qui se débrouillent bien, mais qui ont du mal à s'exprimer dans leur équipe, puissent aussi s'amuser. Donc il y a aussi des choses à faire au niveau très local, je pense. Juste pour rebondir avant de poser ma question sur l'histoire, s'agit-il de privilégier la compétition, la gagne, ou autre chose? Bon, moi je sais que dans mon parcours de la fédération, lorsque nous avions des équipes qui ne gagnaient pas au niveau international, surtout chez les jeunes, on réunissait tous les cadres et on disait bon, mais il faudrait peut-être maintenant qu'on se préoccupe d'apprendre à nos équipes à gagner, et donc on faisait un thème sur la culture de la gagne. Bon, donc c'est pas encore réglé le problème. Donc moi simplement, si j'ai bien compris, vous avez entamé un programme de recherche, donc ici dans le département. Bon, moi je suis président d'un comité départemental. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Est-ce qu'il va y avoir un bon de commande qui va nous être fait pour nous? Est-ce qu'on peut vous apporter quelque chose? Et vous, en regard, est-ce que vous pourrez nous apporter quelque chose à nous aussi, des outils éventuellement, comme ça a été évoqué, pour que effectivement on puisse faire en sorte que ces comportements déviants disparaissent et qu'on puisse améliorer nos éducateurs. Il y a un problème aussi, il faut peut-être éduquer le public aussi, et les parents. Hein. Ça, c'est un problème aussi. Mais enfin, bon, on en reparlera. Alors, merci pour cette question, c'est génial, elle est au top, elle tombe au bon moment. Oui, on attend des choses de vous, je sais pas, moi je vois ça plus comme une collaboration, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de vous et j'espère vous apporter des choses. Je vais avoir besoin de vous, alors déjà, je vais pouvoir vous rencontrer, on va pouvoir échanger, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place dans vos fédérations, sur quoi on peut s'appuyer, faire une sorte de synthèse de tout ça pour pouvoir échanger, se mettre autour d'une table. J'aurais besoin de votre collaboration aussi, justement pour m'ouvrir les portes sur vos populations, c'est-à-dire vos entraîneurs, vos dirigeants, vos parents, pour pouvoir avoir un max d'infos, parce que la qualité d'une recherche, c'est aussi le nombre de personnes qui participent. C'est-à-dire que si je fais ma recherche sur 10 personnes, est-ce que ça va être généralisable? Je ne sais pas. Si on commence à avoir beaucoup de monde à traiter, donc c'est du travail, mais ça peut être très enrichissant. Là, ça va être génial. Donc, c'est vraiment un partenariat. Et moi, je vais avoir besoin de votre réseau, la longueur de votre bras, on va dire que je pense très longue, donc, pour pouvoir mener à bien ce projet. Et en ce qui concerne ce que moi, je vais pouvoir vous donner, toujours dans cette collaboration, ce travail qu'on peut faire ensemble, je l'ai glissé, carte blanche, je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi se poser la question du département des Landes, comment est-ce qu'il fonctionne, et pouvoir choisir le format que ça. Donc, pour redire des choses qu'on avait dit en un plus petit comité, ça peut être des formations alors très accélérées, un jour, une construction de projets sur des clubs, sur des comités, sur plus long terme. On pourrait peut-être faire des plateformes, des vidéos. Il y a plein de choses à faire, des plaquettes. Et ce qui est génial, c'est que ça va pouvoir être adapté. Et ça, c'est pas tous les projets qu'ils proposent. Alors, je sais pas si je suis très clair, mais parce que... Non, mais qui c'est qui mène après, qui c'est qui assure la relation avec vous et les comités? Est-ce que c'est les professions de sport? Comment on l'opérationnalise, concrètement, quoi? Je vais me déplacer, si ça vous répond à vos questions. Alors, Marie-Pierre aussi aura peut-être quelque chose à donner comme information, si tu le souhaites. Mais en tout cas, ça va être actif. Ce sera pas au téléphone, ce sera pas de loin. Il va y avoir vraiment une interaction humaine et tête-à-tête. Ce qu'on souhaitait déjà ce soir, c'est faire un premier coup de projecteur pour que vous soyez un petit peu tous informés. On l'a fait, nous, au niveau du conseil d'administration. Donc, que vous connaissiez Julien, vous avez sa petite carte dans le petit prospectus qui vous a été remis aussi. Donc, après le second travail, ça va être de partir vous voir aussi, parce que vous faites déjà des choses, certains comités, certains districts. Donc, déjà, comme ils étudient là, si j'ai bien compris, de définir un petit peu le comportement déviant, ils vont déjà se baser sur l'état des lieux de ce qui se passe sur vos activités.